Dance with me, our story's ending. Dance with me, laugh with me. The miles are stones in front of me. Remember, remember when the night sky made us feeling free. Hold me till we meet again. Don't let me leave. Remember, remember when the night sky made us feeling free. Hold me till we meet again. Don't let me leave. La déshydratation est un phénomène fréquent chez les personnes âgées, notamment en EHPAD. C'est un motif d'hospitalisation classique. Il nécessite une surveillance clinique et par ionogramme, donc biologique, fréquente. Poser un traitement qui est simple puisqu'il est à base de réhydratation orale ou périphérique à partir de perfusion de sérum physiologique ou de glucosé à 5%. La régulation du cycle de l'eau dans le corps humain est fondamentale. L'eau représente environ 60% du poids du corps. Il est régulé par des pertes et des apports. Les pertes doivent être absolument compensées par les apports. Il y a une répartition dans différents compartiments de l'organisme, endovasculaire et extravasculaire. La proportion d'eau est plus importante à l'intérieur des cellules. La proportion en eau de l'organisme varie en cas d'hyperhydratation ou de déshydratation, ce qui a pour conséquence une variation rapide du poids. Cela dépend de la masse grasse et de l'âge. Il est nécessaire d'apporter une surveillance particulière des personnes âgées, notamment le poids, une fois par semaine, mais également l'état cognitif. Les pertes en eau physiologique sont assurées par le rein en fonction des apports et du vieillissement rénal. Selon la température, les pertes peuvent être adaptées grâce à la sueur et selon l'effort physique grâce aux pertes pulmonaires, c'est-à-dire l'expiration. On nomme ces pertes insensibles. Il faut bien sûr s'assurer de surveiller les pertes d'eau pathologiques, que sont la plupart du temps des diarrhées, des vomissements. Ça peut être des aspirations digestives à l'hôpital, respiratoire à terme de polypnée. Si la personne est en acidose, elle aura tendance à réguler son CO2 en augmentant sa fréquence respiratoire, et la polypnée est source de perte d'eau. Et au niveau rénal, surtout par rapport aux personnes âgées insuffisantes cardiaques, le problème est le Lasix ou le furosémide, nom de la molécule, autrement dit les diurétiques thiazidiques, qui peuvent provoquer une intoxication avec une perte d'eau et un déséquilibre de la natrémie. Les apports d'eau endogènes de environ 200 cc par jour, ce qui correspond au métabolisme cellulaire. Exogène, c'est l'alimentation et l'eau de boisson. Elles doivent être équivalentes aux pertes, donc environ 1 à 2 litres par jour. Une attention particulière est posée au niveau des perfusions, que ce soit en milieu hospitalier ou en EHPAD, lors de réhydratation nocturne par des perfusions en sous-cutané. Attention aux quantités. Comment surveiller l'état d'hydratation de la personne âgée?
à partir de la surveillance clinique, s'il n'y a pas de changement de comportement, si elle n'a pas de modification de son poids, et si sa peau n'est pas sèche, ou la bouche sèche comme toutes les muqueuses, il n'y a pas de problème. On peut surveiller la diurèse si nécessaire, et enfin un ionogramme sanguin et urinaire en cas de doute. Les dosages plasmatiques du sodium et du potassium permettront de poser un diagnostic. On s'attachera à regarder la protidémie ainsi que l'urée et la créatinine. Vous devrez surveiller les résultats du ionogramme sanguin. Vous prévenez le médecin en cas d'anomalie. Quand il y a une perturbation de la natrémie, il y a des anomalies de mouvement d'eau entre les milieux intra- et extracellulaires. Mais attention, les anomalies de mouvement d'eau ne s'accompagnent pas toujours d'anomalies de la natrémie, ce qui rend plus difficile le diagnostic. Voyons à présent les équilibres hydroélectrolytiques. Le sodium est un ion extracellulaire, sa concentration normale est de 135-145. Le potassium est en très faible quantité extracellulaire. Le potassium est l'ion intracellulaire. L'eau est répartie en 3 compartiments. Le secteur intracellulaire et les secteurs interstitiels et plasmatiques qui appartiennent au secteur extracellulaire. La proportion d'eau est principalement intracellulaire puisqu'elle représente 40% de l'ensemble de l'eau contenue dans l'organisme. L'interstitiel vient ensuite avec 15% et seulement au niveau plasmatique, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins, ils ne contiennent que 5% de la quantité d'eau totale. L'eau est régulée par élimination au niveau pulmonaire, par l'expiration, de la peau par transpiration, tube digestif, les selles qui contiennent environ 300 ml par 24 heures, et bien sûr les reins qui éliminent donc de 1 à 2 litres par jour. Les apports sont assurés par les boissons et éventuellement les perfusions dans le milieu plasmatique. La membrane cellulaire est une membrane semi-perméable et laisse passer l'eau. Toutefois, un équilibre est maintenu, il n'y a pas de mouvement d'eau. Cette eau est maintenue par la pression osmotique et par la différence de concentration en ions. La présence de protéines de part et d'autre du milieu plasmatique, c'est-à-dire entre le milieu interstitiel et plasmatique, permet de réguler les mouvements d'eau. Quand la protidémie est modifiée, il y a mouvement d'eau. Et enfin, la pression hydrostatique à l'intérieur des vaisseaux représente la pression de perfusion. Les différences de pression hydrostatique et oncotique et la différence de charge en ions maintient un équilibre statique d'eau de part et d'autre de ces membranes. À l'état d'équilibre, la concentration des différents milieux est égale. Il n'y a pas de mouvement d'eau de manière physiologique. Ces mouvements d'eau chez la personne âgée peuvent être aggravés de par les différences ioniques et ces perturbations ioniques sont généralement dues à un vieillissement du rein. Le vieillissement du rein correspond à un vieillissement glomérulaire par la sténose, donc la sclérose des artères afférentes et efférentes. La filtration ne se fait plus correctement. Le débit de filtration glomérulaire peut être de très nettement diminué à normalisé. Il s'agit d'un vieillissement pathologique lorsqu'il est très nettement diminué, physiologique lorsqu'il est diminué de manière classique, à peu près entre 25 et 40%, et enfin, identique, c'est ce que l'on nomme le vieillissement réussi, quand il n'y a aucune perturbation. Plus il y aura perturbation du glomérule, plus il y aura de difficultés à maintenir la natriurèse et la natrémie. Donc il y aura des perturbations et des mouvements d'eau au niveau cellulaire. Un vieillissement glomérulaire entraîne la disparition des néphrons fonctionnels. Moins il y a de néphrons capables de travailler, plus les néphrons fonctionnels filtrent davantage. L'hyperfiltration des autres néphrons
entraîne une sclérose des artères afférentes et efférentes. La pression intracapillaire s'élève, ce qui augmente la glomérulo-angiosclérose et donc la destruction des néphrons fonctionnels. C'est le cercle vicieux de la réduction des néphrons. Le vieillissement glomérulaire entraîne une altération de la fonction des tubules. Réabsorption et excrétion deviennent fortement perturbées, ce qui retentit sur le métabolisme du sodium et l'excrétion de l'eau. Comme le tubule ne parvient plus à excréter le sodium et l'eau, la moindre variation dans l'apport de sel modifiera la volémie et donc la pression artérielle. Si trop d'apport en sel, une hypertension artérielle par surcharge hydrique. Si pas assez de sel, régime sans sel, strict, cela peut produire une hypotension artérielle, la plupart du temps orthostatique,